Attention, on va faire comme quand je vais faire le montage YouTube, du coup, on va faire comme si vous venez d'apparaître. Hop, on me voit plus, et là c'est bon, on voit Camille Le Boulanger et Anne Canoville, donc qui vont nous parler ce soir d'Utopia. Vous allez bien, les amis? Ouais, ça va et toi? Oui, ça va et toi? Ok, oui, ça va. Bah, grosse journée, ça va bien sinon. Eh ben écoutez, Mmh. moi on voit plus, on m'entend encore un petit peu, mais je vais couper mon micro. Et donc je vous laisse tous les deux pour cette charmante soirée que vous allez nous proposer autour donc du livre Utopia de Camille Boulanger, paru chez Argile il n'y a pas très longtemps, en 2022, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Eh ben Bon bah, l'antenne est à vous. OK. Bon bah, bonsoir tout le monde, bonsoir Camille. Ça va? J'espère que vous allez bien. Je vais commencer par faire, un petit topo, sur, voilà, sur le livre et tout et après je poserai quelques questions et puis, voilà et donc pendant le topo, Camille, s'il y a des choses que tu veux bah, déjà merci beaucoup d'être là, pour cette interview. Et Mmh, ensuite, s'il y a des choses avec que plaisir. tu veux, préciser ou voilà, ou qui sont inexactes, n'hésite pas à intervenir. Voilà. Ça marche. Donc je vais commencer par te présenter. Donc tu es écrivain de science-fiction et de littérature d'imaginaire. Tu as publié ton premier roman à l'âge de 20 ans, il s'appelle Enfin la nuit aux éditions de La Talente. Tu as fait des études de cinéma, tu fais de la musique et tu as également enseigné le français et tu vis en Bretagne. Jusque-là, c'est bon? Jusque-là, ça se tient. OK. Hem, Utopia, c'est ton sixième roman, publié. Et pour, donc essayer de donner un peu, aux auditeurs, comment dire? Une sorte de description de ton œuvre, je dirais qu'elle emprunte à tous les genres de l'imaginaire, de l'anticipation, à la fantaisie en passant par la mythologie celtique et qu'elle est traversée par des questions d'actualité, des questions philosophiques et politiques, mais aussi, artistiques. Et que chaque roman, semble être le heu, le résultat d'un projet, vraiment unitaire, qui est structuré intellectuellement, voire, conceptuellement et qui est mis en œuvre par une narration qui est toujours travaillée en adéquation avec le sujet. Enfin, je sais pas si ça te semble juste comme, description C'est approximative? très bien dit Ouais. et ça me semble très juste. C'est vrai que, bah, chaque bouquin est différent et demande sa propre forme. Enfin, voilà, on aura peut-être l'occasion d'en Mmh reparler un peu plus tard, mais mh. Ouais. ça il a été impossible de faire, bah, je sais pas, rien que pour prendre que mes 2 derniers bouquins chez Argile là, Utopia et Le Chien du Forgeron, l'an passé. C'est deux textes tellement différents qui parlent enfin, que du coup, forcément, ça va être autre chose et voilà. Comme je suis un peu incapable de faire 2 fois, la même chose de suite, c'est mon côté un peu impatient et donc effectivement, oui, c'est vrai que il y a un cheminement, littéraire et intellectuel qui vont de livre en livre, en fait. Mmh mh. Et bah, voilà, aux Intergalactiques, c'est de te connaître un peu puisque tu étais venu sur la chaîne, déjà sur la chaîne lors de la première re édition du festival, du Kaiju Festival pour parler de Rue, donc Oui. ton antépénultième, roman et donc tu es venu à Lyon à la dernière édition, en avril 2021. Mmh. Donc pour présenter, Utopia, donc qui est paru, aux éditions Argile, le 6 octobre 2022, donc j'ai montré le livre, à l'écran. Oui, parce que moi Ouais. je n'ai plus un exemplaire à la maison, donc je l'ai même pas avec moi. Alors s'il y a Voilà. besoin Mmh. si tu voilà, je peux prendre le PDF avec les pages sur l'écran, mais je n'ai plus le livre chez moi. C'est un peu la honte. OK. Donc c'est un roman qui déploie, qui se passe dans un temps et un lieu qu'on imagine dans notre futur, mais qui est assez indéterminé et qui déploie une, utopie matérialiste, qu'on pourrait qualifier, peut-être grossièrement et peut-être tu reviendras là-dessus, d'anarcho-communiste, d'où la propriété privée a été abolie. En tout cas, on est sorti du capitalisme et à travers le récit du narrateur et personnage principal qui s'appelle Humo, qu'on suivra de son enfance à la fin de sa vie, on découvre différentes facettes, de cette société et aussi du type, d'hommes et de femmes qui vivent en son sein. Donc on a affaire à de la littérature d'idées, mais pour autant, c'est pas un pensum, c'est un vrai roman de SF, d'anticipation, qui, nous transporte et qui nous dépayse et qui s'incarne surtout, dans des relations humaines, interpersonnelles et jusque dans l'intime. Donc
pourquoi, est-ce qu'on je dirais, au nom des intergalactiques, on s'intéresse à ce roman et pourquoi faire, cette, interview? C'est, qu'il s'agit vraiment de pour appeler, faire un néologisme, de la science social fiction. C'est un roman qui recoupe beaucoup de thématiques qui nous sont chères, aux intergalactiques. Il aborde, la question de l'utopie de manière riche et complexe, en l'envisageant dans toutes ses dimensions. C'est-à-dire qu'on n'a pas affaire, à ce qu'on pourrait imaginer comme étant, l'utopie, on va dire enfin, on n'a pas affaire, à, une sorte de modèle politique, uniforme et uniformisant, une sorte d'îlot de perfection achevé, où on s'ennuierait un peu, des dans une sorte de représentation ossifiée, d'institutions, plus ou moins idéales, enfin idéales. Et donc en bref, c'est, le caractère politique de l'utopie n'est pas évacué ni vidé de sa substance, mais il est pris à bras-le-corps avec aussi donc, les contradictions, les dissensions et les tensions immanentes, à son fonctionnement. Heu, voilà, on aura l'occasion de reparler du livre, que j'ai créé aussi de Alice Karabédian, Utopie radicale, mais en relisant des passages de ce livre, pour préparer un peu les questions, ça m'y a beaucoup fait penser en tout cas. Donc voilà, pour la présentation du livre, je voilà, je sais pas si ça te semble, à peu près, enfin Ouais, correct? bah, je sais pas s'il me reste des choses à dire du coup, Mais si. Si, si. non, j'aime bien le mot, antépénultième. Je me souviens l'avoir appris, je l'ai appris dans Le Seigneur des Mmh. Anneaux. Voilà, je Bah, mais mmh, j'aime bien. c'est peut-être pas très très clair, mais en gros, c'était pour dire que L'avant-dernier. voilà, avant-dernier, parce qu'entre-temps, il y a eu aussi Le Chien du forgeron Oui. et donc bah, voilà, je vais passer un peu aux questions. Donc d'abord, je vais, peut-être, Juste attends, éclai excuse-moi ouais, une ouais, sec ouais, une bah, seconde, oui, vas-y. juste pour, parler rapidement, tu citais le bouquin d'Alice Karabédian, Utopie radicale. C'est un livre que en fait, je crois qu'il a été publié, je l'ai lu, il a été publié, mais je crois que j'étais en train d'écrire le bouquin. Donc OK, ouais. ça il voilà, je sais pas s'il a influencé le bouquin, mais en tout cas, il est intervenu à un moment où ça voilà, il y a des résonances. Alors ça fait quelque temps que je l'ai pas lu maintenant et je l'ai pas rouvert, mais oui, effectivement, c'est un bouquin dans lequel je me suis beaucoup retrouvé, hein. Donc bon, mes questions, ça va être, peut-être d'abord, éclairer, un certain nombre de choix narratifs, notamment dans le contexte et puis peut-être, bah, après on rentrera plus en détail, dans le texte, dans les personnages et tout. Hem, alors, donc l'utopie, alors pareil, désolée pour les approximations et si, je dis des bêtises, mais Mmh. donc à l'origine, donc avec, notamment le texte de Thomas More, l'utopie c'est, voyage. La différence entre, on va dire la société de départ du voyageur et la société utopique, c'est, que c'est un autre lieu, mais voire Mmh. un non-lieu. Donc il y a l'idée, de déplacement, heu et même en science-fiction, dans un certain nombre de romans ou de cycles qui, envisagent l'utopie, je pense, bon, évidemment à Ursula Le Guin et aux Dépossédés, mais même, à, Ian Banks, par exemple, avec, Lut La culture. bah, son cycle, voilà, le cycle de la culture. Il y a la matériali enfin, en gros, le space opéra, sert de cadre à, présenter, des sociétés différentes, éventuellement donc utopiques, parce que ce sont, bah, des planètes différentes et c'est voilà, donc on a ce déplacement, ce voyage et là, il se trouve que c'est pas ce que tu as choisi. On est plutôt a priori dans un monde qui ressemble au nôtre, mais avec une projection dans le temps. Donc bah, pourquoi, ce choix? Hem, Pourquoi ce choix? Non, mais enfin, j'avais voilà. Non, 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 attends, je réfléchis. Mmh. En fait, ce que j'ai essayé de faire et ce qui m'intéressait de faire et je vais revenir du coup sur ce que tu disais sur l'utopie comme récit de voyage et c'est vrai que c'est un truc qui est très ancré dans ce genre-là, depuis, bah, on va dire, ouais, à peu près depuis Thomas More où c'est vraiment,
c'est littéralement un récit de voyage, quoi, parce que c'est quelqu'un qui raconte à des amis, un endroit où il est allé et donc il y avait toujours cet aspect, altérité spatiale, quoi. C'est-à-dire qu'il faut toujours aller Mmh. voir ailleurs, voir ce qui se passe, mieux ailleurs et alors par exemple, c'est un motif qui est, par exemple, renversé dans chez Le Guin, dans Les Dépossédés, puisque c'est un personnage qui vient de l'utopie, qui justement, retourne dans, l'endroit d'où est partie, l'utopie et cetera. Il y a ce motif-là. Moi, ce qui m'intéressait, c'était d'essayer de voir comment penserait un personnage, un être humain qui aurait, grandi, été élevé, été socialisé dans cette société-là. J'avais pas envie de fonder, la caractérisation des personnages sur une opposition à quelque chose, à un extérieur, mais au contraire plus sur une affirmation. C'est-à-dire que c'est comme ça, c'est bon et qu'est-ce que ça donne, quel type humain finalement ça produit, une société où effectivement où la propriété, privée, des moyens de production, est abolie et cetera et donc du coup de là tirer le fil et c'est vrai que ça en fait ça je me souviens quand je l'ai présenté, alors ça fait plein de fois que je raconte cette anecdote, mais elle me fait toujours rire. Si elle fait rire quelqu'un, au moins c'est moi. J'avais eu mon éditeur Simon Pinel au téléphone et je lui ai dit: «Bah, en fait, j'ai envie d'écrire un truc qui soit, à moitié Les Dépossédés quoi, d'Ursula Le Guin, à moitié, Tout ce que le ciel permet de Douglas Sirk». Donc c'est vraiment ça, c'est du cinéma, c'est du mélodrame et donc j'avais vraiment envie d'écrire un bouquin qui soit, à la fois qui traite de questions politiques par le biais du récit de vie, heu et par le biais du mélodrame. Il y a des scènes, vraiment dans le bouquin qui traitent de l'intime et qui sont des scènes de mélodrame et je les assume comme telles et voilà. Moi j'aime bien le mélodrame, ça me plaît beaucoup. Donc voilà. J'ai oublié la question du coup. Non, mais c'était, bah, tu as répondu, c'est bon. Mais, oui. Hem et on va le développer en plus, ce que tu as dit dans ta réponse, je pense. Et alors mon autre question, là, on a parlé, voilà, du coup, pourquoi, pas partir du voyage et de l'opposition à quelque chose, mais partir de personnages qui vivent et qui ont été socialisés dans cette société, dans cette utopie. Par ailleurs, voilà, on est dans un roman d'anticipation post, capitaliste. Forcément, et pour moi, il y a une question qui se pose, c'est la question du post-apo et du post, cataclysme. Parce que, alors, pour reprendre, la terminologie, colsonienne du nom de Raphaël Colson, comment dire? Qui travaille, aussi sur les intergalactiques et qui a beaucoup travaillé sur, les fictions d'effondrement. Hem, Là, on est, dans le temps des descendants. C'est-à-dire que, on est, la société, s'est installée. Voilà, c'est devenu, Mmh. en gros, la manière de fonctionner, même si bien sûr il y a des nuances, en fonction des endroits et tout comme, on le verra peut-être. Mais, il y a pas eu de ce qu'il appelle le temps du survivant, c'est-à-dire en gros, il y a pas eu de cataclysme, d'effondrement. Et pourtant, il y a eu une rupture. Parce que souvent, en fait, dans le post-apo, bah, l'effondrement, c'est la rupture. Hem, pour autant, il y a quand même, la question de la table rase qui est évoquée, plusieurs fois dans le roman. Donc, bah, ma question, c'était en fait, bah, quel rapport tu entretiens avec ce type de littérature? Est-ce que tu avais la volonté de t'en affranchir? Alors, c'est hyper complexe. Désolée. Sur non, non, pas de problème. Sur le post-apo, sur le post-apocalyptique, j'en ai écrit plusieurs, plein de romans dont 2 ont été publiés, donc En fin de la nuit et Malboire, tous les 2 chez La Talente et c'est vrai que sorti de là, j'avais vraiment l'impression que j'avais plus rien à dire dans ce genre de récit, et qui en fait, tenait presque plus pour moi du prétexte narratif à simplifier les enjeux. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile de traiter, de questions, j'en sais rien, de survivance quoi, d'alimentation, ouais, pour prendre un truc comme ça,
même si ce sont des conditions, difficiles, j'en sais rien, un monde radioactif, je sais pas quoi, avec une communauté de 15 personnes, plutôt qu'avec, un pays ou un continent ou un monde, quoi. Donc j'avais vraiment envie de me confronter, à ça, aux questions, matérielles, sur une grande échelle, et sans plus prendre ce prétexte-là, de l'effondrement. Et il y a un deuxième truc, une deuxième partie de ce cheminement, qui tient du fait que, I did not hit her. It's not true. bah, It's pour le coup, bullshit. I did not Alice hit Carabellian en her. parle un And peu dans it, son livre. J'ai l'impression que les fictions post-apocalyptiques et déclinistes, catastrophistes et cetera, nous découragent. Moi, il y a Mmh. un il y a un passage dans, bah, justement, Alice Carabellian en parle dans son bouquin et je suis pas tout à fait d'accord avec elle. Dans le film, alors en français, le titre c'est, «À la poursuite de demain». Voilà, Ouais. film, Tom Holland, en VO, donc avec, Mmh. entre autres Georges Clooney. Alors, du coup, ça traite, d'une société, secrète quoi, cachée, dans un espace-temps différent, de scientifiques hyper avancés, et qui en gros envoient des messages, cataclysmiques à la télé et cetera, pour essayer de prévenir l'humanité et en fait, loin de la faire réagir, en fait, ça c'est, j'écoutais une interview de Fabrice Arfi là tout à l'heure. C'est le truc de la grenouille qu'on met dans la tempéra dans une eau tiède et qui se laisse cuire, alors que si on l'ébouillantait tout de suite, elle bondirait en dehors de la casserole. Moi, Mmh. j'avais un peu l'impression que les fictions post-apocalyptiques et cetera, nous habituent au fait que, bah, ça allait être comme ça et puis c'est tout et voilà et après c'est sans rien nier à la, à la qualité des récits. Enfin, par exemple, voilà, un film comme, ne serait-ce que Mad Max Fury Road, j'adore. Enfin, c'est un film Mmh. formidable et je peux le voir à l'infini. Mais par contre, du coup, on va dire qu'en tant que proposition de fiction politique, c'est limité du fait que ça acte et ça accepte le fait que, la civilisation va s'effondrer et qu'on va tous crever, en fait. Et moi, je suis arrivé à un moment où j'avais besoin bah, de me dire et de dire: «Bah, attends, non, en fait, on peut faire mieux, en fait. On peut faire différemment» et en fait, les outils sont là. Les outils conceptuels sont là et les expériences politiques dans l'histoire sont là pour qu'on arrive à bidouiller un truc. Alors, il s'agit pas de donner des réponses toutes faites ou de donner un modèle parfait, comme tu en parlais tout à l'heure, mais au juste au moins, s'il y a un message dans le bouquin, c'est de dire: «Beh, regardez, on peut vivre différemment et mieux». Voilà, Mmh. on n'est pas obligé de faire des courses de camions dans le désert, avec Charlize Theron, quoi. Mmh. Et oui, en plus, c'est une certaine vision, du Oui, post-apo, bon. Bref, on va pas parler, de post-apo, hein, mais bah, bon. c'est Mmh. forcément un peu lié parce que Mmh. oui, effectivement, dans Utopia, ça se passe dans un après. Il y a eu un bouleversement, voilà, il y a une crise écologique dans le passé de ce bouquin-là. C'est un temps que j'ai choisi de nommer le siècle des camps, qui globalement pour moi représente, on va dire allez, je sais pas, de 1848 à je sais pas 2100 à peu près quoi, si on voulait donner un équivalent. Donc c'est comme la guerre de 100 ans, hein, c'est un siècle, mais en fait c'est plus qu'un siècle. Mmh. En fait, je me suis, demandé quel était le point commun, enfin, quel était le dénominateur commun de toutes les périodes historiques qu'on traverse depuis, globalement l'instauration du capitalisme productiviste et en fait, je me suis rendu compte que c'est son bon ça je me suis rendu compte, je l'invente pas, hein, Foucault l'a dit avant moi et tout ça, mais que en fait, ce sont des sociétés de claustration, et des sociétés, d'enfermement, et notamment, il y a toujours des camps, en fait. Bah, là, on est dans le temps des camps de ce qu'on appelle poliment des camps de migrants, des camps de réfugiés, mais bon, bah, forcément les camps de concentration, les camps d'extermination, avant ça les camps d'internement, pour les ressortissants étrangers et cetera et donc cette idée de l'enfermement, qui pour moi, faisait le lien entre les différentes époques et donc oui, effectivement, on se situe, après il y a eu un bouleversement, il y a eu un genre de texte constitutionnel qui est écrit
et appliquée, qui s'appelle la déclaration d'Antonia et donc du coup, on est, je sais pas 3-4 générations plus tard, dire: «Bah, voilà, ce sont des gens qui ont grandi avec ça et qui sont, j'aime bien l'expression de «temps des descendants», je vais la garder et la mettre dans ma poche. Mmh. Bah, bah, merci, pour cette réponse. Hem, alors, du coup, je vais, J'ai mis le bazar dans tes questions, je suis désolé. non, 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 mais j'avais prévu de toute façon que je prendrais pas forcément comment dire? Heu, elles peuvent, Elles peuvent bouger. elles peuvent bouger. Hem, donc c'est une utopie, matérialiste, au sens où les rapports de production, notamment, bah, la question de ce qu'on produit et comment, et de division du travail sont, fondamentaux. Hem, je suis pas sûre sur cette question parce que comme on a parlé de sortie du capitalisme, ça me semblait, éventuellement, voilà. Rentrons dans le dur, allons-y. Ouais, bah, je me suis dit: «Comme ça, ce sera fait». C'est Heu, ça. donc, est-ce que tu, peux nous parler de cette société, de ces institutions? Comment ça fonctionne en gros? Et comment est-ce que tu as travaillé cet aspect du livre, sur petit à petit? Mmh. Alors pour le dire simplement, c'est une société qui se base donc d'une part sur l'abolition de la propriété privée, hem et alors encore une fois quand je dis abolition de la propriété privée, ça maintient une question de propriété d'usage, hein. Il ne s'agit pas de dire qu'on ne va plus posséder son slip et que n'importe qui vient de nous voler nos slips. Non, parce que ce sont des enfin, il y a des c'est ce genre d'âneries qu'on peut entendre de la part je caricature à peine quoi, de la part de droitards qui sont là: «Bah oui, mais si on n'a pas la propriété, on va t'enlever les spaghettis de ton assiette, quoi». Je dis: «Bah non, en fait, c'est les spaghettis que tu es en train de manger. Ça tu en es, tu en as l'usage donc Mmh. bonjour le chat» et d'autre part, ce qui est l'autre pied sur lequel, s'appuie, la construction théorique du bouquin, c'est, la question du salaire universel à la qualification tel que le théorise, Bernard Friot et les gens de Réseau Salariat à côté. Donc c'est ce qu'on appelle plus communément, le salaire à vie. Donc c'est, l'idée que, la rémunération, est fondée d'une part sur une cotisation, et découplée du poste qu'on occupe dans la division sociale du travail. C'est-à-dire que, on reçoit un salaire qui nous reconnaît comme travailleurs, comme citoyens, majeurs, politiquement et économiquement. Alors il y a une histoire d'échelon, de grade, voilà, bon bref. Mais en fait, on le reçoit quel que soit le poste qu'on occupe, en fait. Et mais on va dire pour pousser le bouchon, même si je passe mes journées assis dans une chaise à rien faire dans une chambre, je vais quand même recevoir ce truc-là, ce Mmh. salaire-là. Et donc du coup, c'est à la fois une envie que j'avais envie de tester, parce que moi c'est, la lecture de Bernard Friot, ça m'a fait un assez grand, bouleversement. Bah, c'est un espèce de choc, de dire: «Ah oui, c'est comme ça en fait». Genre, le communisme, c'est ça, j'avais oublié quoi. Mmh. C'est un homme qui m'a réappris à être communiste en fait, ça me fait beaucoup de bien et je suis pas le seul dans cette situation. Je pense qu'on est pas mal dans nos générations, à avoir, et à connaître le travail de Friot, à avoir le même sentiment. Mais qu'est-ce que je disais? Pouf, 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 Bernard Friot, décorréler le travail de l'emploi, oui, c'est ça. Et donc du coup, d'une part, j'avais envie de mettre, théoriquement ça en question, c'est-à-dire comment ça marche? Qu'est-ce Mmh. qui se passe? Si on fonctionne comme ça, quelles vont être les difficultés, les réalisations, les bons côtés, les moments où ça achoppe? Je sais qu'il y a au moins un moment dans le bouquin où je suis tombé face à une contradiction du système et que j'ai pas résolu parce que je ne savais pas la résoudre. Il y a une espèce d'aporie à un moment dans le texte, notamment sur le fait, bah, en fait, si tu as trop d'argent et que tu la Ah oui, dépenses oui, ouais. pas, Ouais. Mmh mh. tu fais quoi, en fait? Et c'est vrai Mmh. que, en fait, ça n'est pas résolu dans le livre, bah, parce qu'en fait, à ce jour au jour d'aujourd'hui, je n'ai toujours pas, la réponse, en fait. Hem, donc questionner ça pratiquement et aussi, c'est un moteur narratif, extrêmement stimulant parce que, heu, une fois qu'on a retiré le moteur, narratif le plus fort, le plus commun qu'on a dans nos fictions, à savoir, bah, globalement,
la faim quoi, la survie et cetera. Donc ce qui va nous donner, bah, la jalousie, le vol, la colère, le drame, la tragédie et cetera. Qu'est-ce qui nous reste en fait? Sur quoi est-ce qu'on fonde une écriture dramaturgique et une écriture de fiction? Une fois qu'on a retiré l'aiguillon de la fin et que, bah, en fait, globalement les personnages ne manquent de rien et cetera. Quelle est l'histoire de gens qui ne manquent de rien? Parce qu'il y a une phrase que je déteste, profondément, c'est, l'espèce de faux adage, «Les gens heureux n'ont pas d'histoire», qui je trouve une très mauvaise phrase, une très mauvaise manière de concevoir la 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 narration, en fait. C'est-à-dire que genre, bah, oui, on peut raconter l'histoire de gens qui sont heureux et qui vont bien, sinon enfin, pourquoi pas, en fait? Par contre, c'est un défi, c'est pas facile. C'est-à-dire Mmh. qu'effectivement, il faut se poser la question de, bah, ouais, mais si tout va bien, «si tout va bien» entre guillemets, quels sont les problèmes qui vont se poser? Parce que va y avoir des problèmes qui vont se poser. Que c'est des relations humaines et c'est là où en fait ça relie avec l'aspect, mélodrame. C'est-à-dire que ça relie sur des questions de sentiments, d'émotions, d'affects et cetera et quels sont les affects qui se développent là? Et qu'est-ce que ça veut dire, bah, voilà, être amoureux dans une société où il y a pas de propriété? Qu'est-ce que ça veut dire, être jaloux dans une société où il y a pas de propriété? Être déprimé, machin et cetera et du coup, c'est tout replacer à travers ce filtre-là, quoi et voir comment ça se développe différemment dans notre, monde à nous, quoi. OK. Bah, ouais, Pardon, j'étais un peu long. non, non, pas du tout, non, c'était super. Ça enfin, ça répondait très, très bien. Hem, Ouais. bah, Allez, après oui, oui, allez, pourquoi allez. pas? Mmh, Ok, c'est heu, Jal, c'est la voix. J'ai une petite question de Redfish dans le chat qui sont pour Camille. Quelles ont été tes références, Camille, juridiques ou fictionnelles pour écrire cette déclaration d'Antonia? Bonne question. Juridique, bah, ouais, ouais, bah, en fait, il y en a pas vraiment eu beaucoup, sachant que la déclaration d'Antonia, en fait, ce qui est dans le livre, ce qui est présent dans le livre, en fait, n'est j'avais écrit plus de choses, en fait, plus de principes, préalablement à l'écriture, dans le travail préparatoire. Heu, en fait, j'ai travaillé plutôt, logiquement, c'est-à-dire en essayant d'énoncer les faits de la manière la plus, factuelle, la plus limpide possible et de dérouler, les conséquences. S'il y a un point, sur lesquels, bon après il y a beaucoup de lectures, différentes, mais, un point sur lequel je me suis, appuyé par exemple, c'est toute la question des animaux et du rapport, aux vivants, non humains. Je me suis inspiré des propositions du parti animaliste, où il y avait des choses notamment sur la notion de personne animale et cetera, qui se retrouvent dans le bouquin. Alors, dans, la déclaration en elle-même, je suis pas sûr. Enfin, je crois qu'il y a un article, attendez. Pouf, 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 je redescends mon PDF. Mais oui, après, non, bah, après si, les déclarations, enfin, on a tous, lu au moins un bout de la constitution de la Cinquième République au collège. Enfin, on voit à peu près à quoi ça ressemble, du texte constitutionnel, quoi. C'est une déclaration de principe, en fait. Après, les applications, c'est plus compliqué, mais voilà. Je sais pas si mmh. j'ai bien répondu à la question de Redfish. Bah, oui, moi, c'est d'ailleurs, c'était une question, c'est si tu l'avais, écrit en entier, le texte, si on pouvait le consulter quelque part. Bah, je crois qu'elle est sur mon blog. Ah oui, mais il y a Mmh, parce qu'il y a le préambule, enfin ou le oui, préalable, mais après il y a tout oui, un texte, oui, enfin, il y il a y a des des extraits. Ouais. il y a des extraits dans le livre effectivement, Mmh. qui arrivent plus tard, mais après le truc des principes là, je dois pouvoir vous les retrouver, je vais te les mettre dans le chez Jal, ça te va? C'est à la rigueur si je te les copie colle dans le truc et tu transmets? Ouais, on peut De mettre ça ouf, dans le de chat, ouf, ouais, de ouf, de ouf. Pouf, 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 attention. Voilà, tiens, mon travail préparatoire. Où est-ce que c'est comment ça marche le truc? Ah là, ici. C'est normal que vous m'entendez pas tout le temps en Heu, fait. C'est parfois je coupe mon Tiens micro. Jal, voilà. Je t'ai mis un lien, voilà. Est-ce que tu dans le chat de Discord, je crois? Voilà.
Donc ça, c'est, le texte, en gros, c'est mon fichier, LibreOffice quoi, avec, les principes. Donc certains se retrouvent dans le préambule au début du roman, et d'autres non, mais par contre voilà. C'est voilà. Ah non, C'est il est revenu. on a perdu. Hem, OK, pardon. hem, donc justement, en fait, dans cette, description, en fait, d'un monde sorti du rapport on va dire, du mode d'exploitation capitaliste, hem et ben, un des sujets centraux du livre, c'est le travail et il est quand même au cœur il est quand même au cœur du livre. Il a vraiment une, place importante, mais avec justement ce rapport au salaire universel qui le modifie complètement. Donc, la question c'est, comment, est-ce qu'on décrit le travail et le rapport au travail hors de ce mode, d'exploitation et hors du coup de ce rapport, à la subsistance? Enfin, à la en gros, ouais, à la survie, mmh et je pensais, notamment à des phrases qui peuvent nous paraître contre-intuitives quand les personnages disent, «Le travail, c'est de l'amour» ou bah, en fait, quand on vit sous une mode d'exploitation salariale, on est là: «Ouais, bof», enfin, oui, on peut aimer son travail, mais il y a quand même c'est quand même de base une aliénation, quoi. Donc Ouais, bah, c'est marrant parce que, il y a, 1 an et des poussières, je vidais des cartons dans, le grenier chez mon père et je suis retombé sur mes cours de philo de terminale et donc chapitre, le travail et je me souviens qu'il y avait genre dans mes notes, une ligne sur Marx, c'est genre: «Le travail, c'est l'aliénation, point». Et je me suis dit: «C'est un peu court sur Marx quand même, mmh. de c'est un peu léger». Et en fait, bah, du coup, c'est un des autres apports de Friot, c'est-à-dire que, on vit avec cette mauvaise définition conceptuelle du travail, heu, comme quelque chose de mauvais. On nous fourgue, c'est la fausse étymologie de trépalium, machin, l'instrument de torture et qui sans faire un truc d'étymologie, en fait, pas vraiment vrai, enfin et c'est pas vraiment vrai, merci Camille. Hem Et donc, j'avais envie de repartir, bon, pour le coup, la définition, marxienne, de ça, qui est en gros, je paraphrase mal, mais, toute activité, à travers laquelle l'être humain, activité manuelle ou intellectuelle, rentre en négociation, si je puis dire, avec son environnement et Mmh. va chercher à assurer, effectivement sa reproduction matérielle et cetera, la satisfaction de ses besoins de manière générale et du coup, ça pose la question, bah, qu'est-ce qui est du travail? Et qu'est-ce qui n'est pas du travail? Et du coup, de différencier travail et emploi. C'est-à-dire qu'il y a un concept de travail qui est, donc toutes ces activités, voilà, à travers lesquelles, on interagit avec le monde, il y a un concept d'emploi qui est la forme d'organisation du travail en régime capitaliste. Et du coup, c'est vrai que c'est très difficile parce que dans la conversation courante, on a tendance: «Bah, je vais au travail». Sauf qu'en fait, on a passé 1 heure le matin à faire la bouffe, à faire le ménage, à faire la lessive, à s'occuper de ses enfants et cetera. Donc on a travaillé, en fait. On a déjà été, en négociation. Là, je lisais un bouquin de Lise Vogel qui s'appelle, le marxisme et l'exploitation des femmes. Donc une espèce de, de synthèse un peu sur ce que, les théories, d'abord marxistes, puis ensuite socialistes, puis, féministes marxistes, disent du travail et il y avait une idée, je sais plus quelle autrice, qui était je trouve assez intéressante, qui, disait que le soin de soi, c'est-à-dire que le fait que de il poussait le truc jusqu'à dire, bah, en fait, s'occuper de soi, se laver, s'habiller, se transporter, même juste pour soi, ça comptait comme une forme de travail, nécessaire, de travail domestique. Heu, Moi pour trouver une bonne définition de travail, je trouve que c'est, pour, se demander qu'est-ce qui est du travail, hem, il faut se poser la question: «Est-ce que je serais prêt éventuellement à payer quelqu'un d'autre pour le faire?»
Est-ce que je serais prêt à employer quelqu'un pour le faire à ma place? Généralement, si oui, bah, c'est du travail, en fait, Mmh. pour moi. On emploie des femmes de ménage pour faire le ménage à notre place, quoi. Hem et donc du coup, là, on est dans une société où, bah, en fait, le travail est, et il y a une division sociale du travail, parce que tout le monde ne fait pas tout, même si, je pars du principe que, bah, que chacun de son enfance et cetera est investi dans un collectif de travail qui a pour but de, bah, d'assurer au moins une partie de sa reproduction matérielle. C'est-à-dire que, bah, oui, il y a des potagers, des élevages éventuellement et cetera. Heu, Très vite, on apprend aux enfants à faire la cuisine et cetera. Bon, ça, c'est complètement une fiction de ma part. Par exemple, je suis absolument incapable de faire un potager. Je suis très mauvais, là-dessus, mais qu'est-ce que je voulais, et donc du coup, il y a cette définition du travail comme quelque chose qui est nécessairement collectif, qui se travaille ensemble et cetera et qui se négocie, les uns avec les autres. C'est-à-dire qu'on va rentrer dans des collectifs de travail volontairement, ça marche, on reste, ça marche pas, on s'en va. Quand on a envie de s'en aller, on s'en va, parce que de toute façon, en fait, la survie ne dépend pas de notre activité. Et de toute façon, notre activité n'est jamais découplée de notre survie. C'est-à-dire que, puisque de toute façon, dans notre journée, on va toujours avoir une partie de travail qui va être dévouée à notre reproduction matérielle et cetera. Effectivement, même là, aujourd'hui, ici, maintenant, on va travailler dans son emploi pendant 7 8 heures, genre, on rentre, faut quand même se faire la cuisine ou alors payer quelqu'un pour avoir fait la cuisine et pour nous le livrer. Donc en fait, c'est juste reprendre tout ça, toutes les activités, tous les différents travaux qu'on a besoin de faire dans la journée, dire: «Bon, OK, là, comment est-ce qu'on peut les organiser collectivement pour que, bah, ce soit moins douloureux et qu'on soit plus dans de l'exploitation, qu'on essaie de désamorcer les dominations, pardon, et cetera». Et sur la formule, «Le travail, c'est de l'amour», ça vient en fait, d'un texte de, alors c'est par Silvia Federici que je l'ai appris, mais c'est une brochure, féministe, des années américaine des années 70 qui s'appelle «Wages for Housework», donc le Mmh. salaire au travail ménager, donc qui était pour le dire rapidement, une brochure de militantes féministes qui cherchaient à faire reconnaître le travail domestique comme du travail non rémunéré, en fait, déjà comme du travail et donc du travail non rémunéré, donc de l'exploitation des femmes. Et ils ont cette formule qui dit, ils disent que, c'est de l'amour, nous on dit que c'est du travail non rémunéré. Mmh. D'accord. Et donc du coup, c'est de désamorcer, parce ce qu'elle cherchait à faire, c'était de désamorcer le chantage à l'affect finalement, et les dominations affectives pour rematérialiser, le travail domestique. Mais en fait, ça m'a du coup, je le retourne un peu, puisque pour moi, effectivement, un acte de travail libre et accompli et voilà, est un acte d'amour. C'est-à-dire que quand je fais la cuisine pour, ne serait-ce que moi-même, c'est un acte de création, d'amour envers moi-même. Enfin, c'est pour le coup, c'est vraiment une définition très large de l'amour, hein, voilà. On parle pas seulement d'amour romantique. Alors ça, c'est des trucs sur lesquels je vais pas trop m'avancer parce que c'est des trucs où conceptuellement je suis pas encore assez fort, mais ça vient Mmh. sinon je vais vous raconter comment j'ai eu une espèce d'illumination mystique devant un champ, dans un train, enfin, ça va être un peu gênant pour tout le monde. Mais oui, effectivement, je pense que je pense on a à gagner à aimer ce qu'on fait et à aimer, le produit de notre travail. Et pour ça, par contre, il faut regagner la, la maîtrise sur ce qu'on fait. Donc sur le comment on le fait, le pourquoi on le fait et cetera. OK. Bah, c'est bien, ça va, merci, ça répond bien à la question. Hem, oui, pardon. Hem, bah, non, mais il y a toujours comme plusieurs, questions possibles après cette, réponse. Hem, mais je vais revenir, attends, je réfléchis. Hem, bah, je vais rester sur cette question-là et la deuxième partie pour donner des exemples, en fait, de comment les concepts, dans le livre, des mots, en fait, derrière lesquels, nous, on va dire dans le sens courant, on met des définitions qui d'ailleurs peuvent, comme tu l'as montré, être, erronées ou inexactes, en fait, prennent, aussi là un sens différent qui nous amène à reconsidérer la manière dont nous, on les emploie. Je sais pas si cette phrase était claire. Hem
Mais par exemple, sur la liberté, parce que, bah, la liberté, c'est aussi un élément central, du livre, Mmh. puisque, justement, enfin, même en fait, en dans l'expérience de la lecture du livre, en fait, on finit par quand même avoir envie de vivre ce là parce qu'on ressent quand même, une forme de liberté, le fait de pouvoir quitter son travail, pour, faire autre chose, par exemple. Hem Et donc qu'est-ce que ça signifie dans cette société? Sachant que, il y a quand même un certain nombre de contraintes, on va dire, au niveau collectif, que se sont mis en fait, les fondateurs, on va dire, de cette société. Par exemple, dans le rapport, à la nature ou dans le rapport aussi, à la reproduction, alors qui sont des contraintes, on va dire, vivement suggérées, c'est-à-dire il y a pas de enfin, peut-être, ça tu développeras, mais parce qu'il y a un rapport aussi à la contrainte et à l'exercice, de qu'est-ce qui est vivement suggéré, qu'est-ce qui est, enfin, comment dire? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire? Oui, à Mmh. la coercition, Voilà, oui, l'absence c'est ça, la coercition. Hem et donc voilà, enfin, de la même manière, du coup, que le travail, prend, une dimension différente, quelle, dimension a la liberté? Alors, désolée, c'est hyper vague, comme question. alors, c'est on dirait un sujet d'agrég de philo, quoi. La liberté, point. Non, 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 mais Dans 7 heures. Non, je plaisante. non. Hem, oui, je vois je vois ce que pouf, 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 pouf. Alors, c'est marrant ce truc de, parce qu'en fait, oui, j'ai eu, je me suis amusé en fait, c'est pour ça c'est un peu compliqué de parler de ce livre parce que tout est tellement replié sur soi-même et tout est tellement lié pour moi que du coup, je suis toujours obligé de partir d'un peu loin pour revenir sur ce dont j'ai envie de parler. Donc je me présente mes excuses d'avance, ça va être un peu long. À un moment dans le bouquin, je me suis amusé à réinventer un indicateur. Alors un indicateur, c'est un truc, le plus connu qu'on a par exemple, c'est le PIB quoi. Produit intérieur brut, voilà, donc c'est l'indicateur de la somme de quantité de pognon, qui a été, produit. Voilà. Et donc j'invente un truc qui s'appelle le 2IH, heu, l'indicateur c'est quoi? Indicateur d'impact humain, et donc qui est, une espèce de calcul d'équation. Donc il y a des gens dont c'est le travail, hein, de calculer ça, de toutes les activités humaines sur son environnement. Heu, de la consommation électrique d'une ville, j'en sais rien, une ligne de train, que sais-je. Puisque c'est une société qui n'est pas capitaliste, donc elle n'a pas, pour objectif de croître, puisque c'est la base d'une société capitaliste, hein, c'est de faire, plus d'argent avec autant. Voilà, hein, la fameuse équation, A M, A prime, si vous avez lu, Le Capital. Voilà, donc faire plus d'argent avec autant de marchandises. Nécessairement, la situation va décroître. Donc je me suis dit: «Bah oui, en fait, l'humanité va devoir en rabattre un petit peu sur, l'espace qu'elle occupe». Donc il y a un truc des endroits qui s'appellent des zones rendues, donc qui sont des espaces, rendus à la vie, non humaine, dans lesquels on n'a pas le droit d'entrer. Hem, Encore une fois, il y a pas de barrière, enfin, il y a pas des gens qui sont là pour nous taper dessus si on rentre, quoi. On peut avoir une amende si on rentre, hein, mais il est admis qu'on rentre pas. Et c'est respecté. Je pars du principe que c'est voilà, de toute façon, je pars du principe que les règles sont quand même globalement respectées puisqu'elles sont de l'intérêt de chacun. Ça, on va me dire que c'est mon côté un peu, bisounours, mais je pense pas. Je pense qu'une règle bien faite, entre guillemets, «s'impose d'elle-même» ou en tout cas, n'est pas sujette à autant de contestations qu'une règle arbitraire et inadaptée. Et donc il y a aussi ce truc de, bah, oui, puisqu'on a moins d'espace, donc ça veut dire qu'il va falloir qu'on réduise la population. Je pars du principe que, bah, on va mettre une limitation sur les naissances. Et donc, alors ça, je crois que c'est un truc que je me demande si je l'ai pas piqué quelque part dans la trilogie de Mars de Kim Stanley Robinson. Je crois que ça vient de là. Le fait, c'est évoqué vraiment brièvement à un moment dans une discussion dans le bouquin, sur en fait chaque personne a droit à un demi enfant.
a le droit de faire un demi-enfant. Donc, bah, forcément, pour faire un enfant, il va falloir aller se mettre en relation avec quelqu'un d'autre. Donc ce qui a fait que la population a tendance à décroître, et cetera. Et sachant qu'on peut céder ce demi-enfant éventuellement, voilà, si on n'a pas envie de se reproduire soi-même, et cetera. Et du coup, bon, cette histoire de limitation des naissances est au cœur, d'un des enjeux du livre, donc je vais pas développer, voilà, parce qu'il en est question plus tôt dans la seconde partie du livre. Mais et ça, c'est un truc, pour revenir sur l'idée de la liberté, qui fait beaucoup réagir, je me rends compte. Le truc de, «Oh mon Dieu, mais on limite les enfants». Et bah, puisque la propriété, privée, est abolie, bah, en fait, la cellule familiale telle qu'on la pratique n'a plus de raison d'exister puisque la cellule familiale, biparentale, et cetera, a pour objectif principal, heu, de reproduire la propriété puisque les enfants, sont littéralement la propriété des parents, hein. Qui peuvent en faire à peu près comme ils veulent, pas avec quelques règles, voilà, hein, ne tombez pas dessus, la protection de l'enfance, mais et ça, c'est un truc qui fait beaucoup réagir, je me rends compte, pour l'instant, les lecteurs et lectrices en disant: «Bah, tout le reste, aucun problème, mais alors ça, oui». C'est-à-dire qu'à partir du moment où ça tombe sur, ce rapport, très intime à la cellule familiale et aux enfants, et cetera, bah, on se dit, alors je pense qu'il doit y avoir un espèce de traumatisme de la politique de l'enfant unique, en Chine, dans les années 90. Doit y avoir un truc comme ça, une espèce de trauma collectif où on se dit: «Là, ce serait genre la liberté de trop qu'on voudrait pas céder». Et du coup, en fait, il y a un truc qui est, assez vite expliqué dans le bouquin. C'est un truc que les personnages, une espèce de dicton que les personnages utilisent, et la liberté, c'est de la responsabilité. C'est-à-dire que, on ne peut pas, heu, exercer sa liberté ne doit pas se faire aux dépens de la souffrance de l'autre. Donc et de l'autre, j'entends, l'autre humain, mais l'autre non humain, l'autre, voilà. Et donc une vraie liberté, c'est une liberté qui s'applique en conscience des conséquences et qui va, bah, savoir entre guillemets «se modérer» en fait. Puisque, ce qu'on pour le coup là je vais rentrer un peu dans le dur, mais ce qu'on appelle, liberté, de nos jours n'est absolument pas une liberté. C'est la liberté de propriété privée, c'est, l'acte le plus important de la constitution, de la 5e, des droits de l'homme, pardon, de 1789. C'est une des libertés les plus fondamentales, c'est la liberté de propriété. Et donc la liberté de faire ce qu'on veut avec les objets ou les êtres qu'on décide, que c'est à nous, en fait. Et sauf qu'en fait, bah, moi, mon parti pris, c'est de dire, bah, en tant que communiste, eh bien non, en fait, on peut pas faire comme on veut, en fait. Nos désirs doivent être modérés et notre liberté doit se modérer par cette responsabilité, en fait. Ben, ouais, 2 remarques sur ce sujet-là. D'une part, tu dis que c'est le rapport à la famille, effectivement, que c'est une des choses qui fait le plus réagir à l'extérieur, mais j'ai l'impression que c'est aussi une des choses qui fait le plus réagir aussi à l'intérieur du livre, en fait. Enfin, que ça fait partie des points de alors on va pas non plus entrer dans les détails pour pas déflorer, l'intrigue, mais que ce soit, à un niveau, collectif ou à un niveau individuel à travers un des personnages, que c'est aussi, enfin qu'à l'intérieur même du livre, ça fait quand même, réagir. Enfin, je sais pas si, Oui, bah, sans trop déflorer le bouquin, donc Humo, donc le narrateur, a quelqu'un d enfin rencontre, pardon, quand il est enfant, une jeune fille qui s'appelle Gob, qui débarque en fait, dans le premier chapitre, dans le village où il habite. Alors faut savoir, voilà, donc les enfants ne sont pas élevés par des adultes en particulier, une forme de vie collective, et cetera. Et donc cette jeune fille arrive là, et en fait, le personnage de Gob finalement, elle a, alors on va dire, une utilité narrative en ce que, pardon, bah alors, pardon, mon bras fait la tête. Voilà. ah, Une utilité narrative en ce que, bah, elle permet d'apporter une certaine contradiction sur des points, et notamment sur cette mmh, question, de la parentalité, puisque, c'est quelqu'un qui a un problème fondamental qui est que, en fait, c'est une enfante qui n'a pas v qui a refusé de se séparer de ses parents, en fait. Et donc du coup, c'est un effet d'incompréhension, et ça suscite une grande incompréhension autour de, voilà, donc c'est expliqué dans le livre, donc je vais pas vraiment dans le détail.
Mais en fait, c'est encore une fois partir de l'intime et du personnel pour essayer d'en tirer quelque chose de plus large. Et donc oui, effectivement, il faut repartir de, bah, tiens, qu'est-ce que ce serait une, on va dire, une, en termes sociologiques, une déviance sociale dans les Mmh. comportements, dans cette société-là? Bah, ce serait le fait de ne pas vouloir, refuser de quitter ses parents. Et donc du coup, qu'est-ce que ça a comme conséquence, et cetera? C'est développé dans le livre et c'est toute la caractérisation du personnage de Gob qui traverse, un peu le livre, dans tous les chapitres où elle est présente. Mais, en fait, moi je reviens toujours à cette idée qu'il n'est pas question de présenter quelque chose d'uniformément positif et formidable et génial en fait. Une société meilleure est une société qui pose d'autres questions. Il y a des questions qu'il faut Mmh. traiter. Et donc effectivement, cette question de la réduction, du nombre des naissances, bah, va être contestée à un moment dans le livre. Il y a ça intervient. Et donc du coup, ça donne lieu, ça me permet en fait d'avoir un enjeu, on va dire, de politique interne, concrète à mettre en œuvre, qui me permet de développer des fonctionnements institutionnels et de faire travailler les personnages là, dans cette situation-là. Mais c'est pour montrer qu'en fait, c'est pas un espace clos et éternel, c'est pas le paradis où jamais rien ne change, c'est pas the good place quoi. Mmh. C'est vraiment un endroit qui vit et donc du coup qui est travaillé par ses contradictions normales. Enfin, en tant que marxiste, voilà, les contradictions, c'est voilà, c'est le c'est la Ouais, et base. le fait qu'il y a pas d'institution, statique et que de toute façon il y a forcément des effets de tension et de voire Bah, de conflits. bah, en fait, c'est une Mmh. des manières, je trouve, que j'ai trouvé de désamorcer les critiques faites à l'utopie, en fait. Parce qu'on va dire: Mmh. «Ouais, c'est utopique, machin, et cetera, ça peut pas exister», puisque quand on pense utopie, on effectivement, on pense à ces systèmes clos qui ne bougent pas et qui sont fixes. L'utopie de Ouais. Thomas More, c'est une société éternelle, en fait. Ça va être comme ça tout le temps. À Mmh. partir du moment de sa fondation, ça ne bouge plus, puisque c'est la meilleure, donc du coup, ça ne bougera plus. En fait, non. Et c'est là où la démarche utopique, et c'est ce que raconte un peu Alice Karabédian dans son bouquin, c'est pas ça. C'est-à-dire qu'on va essayer de faire du mieux. Donc, Mmh. du mieux, c'est pas du parfait et du mieux matérialiste, c'est une société qui essaie de la rendre, palpable quoi, crédible et compréhensible dans sa différence, dans son caractère autre, mais avec ses difficultés. Enfin, c'est le fameux sous-titre a posteriori, des Dépossédés d'Ursula Le Guin, hein, une utopie ambiguë. Effectivement, les gens qui habitent sur Anarès, bah, ils ont plein de problèmes. Ce sont des problèmes Mmh. différents, mais ils ont plein de problèmes quand même. Mmh. Bah oui, pour moi, il y a aussi, ouais, cette, vision un peu réaliste, enfin, de la philosophie. Bon, c'était, Spinoza, mais enfin, moi, c'était la leçon que j'avais retenue de Spinoza, c'est, en gros, ouais, il y a pas d'institution immuable et en fait, parce que, ben, dans leur fonctionnement même, les institutions provoquent des conséquences, en fait, qui n'étaient pas on n'aurait pas pu anticiper avant que, elles fonctionnent de la manière dont elles fonctionnent, donc faut constamment, renégocier et repenser les choses et je Mmh. trouve que le livre, surtout à un moment dans l'histoire, le montre, vraiment très bien. Donc cool, Merci. voilà. Non mais enfin, voilà. Ah Hem, ouais, si je puis me permettre, tu as balancé le gros mot, tu as commencé à parler de réalisme. Et c'est vrai que, moi, c'est un terme auquel je tiens, en fait, au réalisme, parce que bon, c'est ma littérature de cœur. En vrai, voilà, quand j'ai un coup de mou, je reprends du Maupassant ou du Zola, voilà, c'est ce qui me fait du bien. Et puis aussi, bah, en fait, je suis très très mal à l'aise par rapport, aux fausses contradictions, pour le coup, là, dans l'usage commun entre, la littérature de l'imaginaire et la littérature réaliste, machin et cetera. En fait, je pense bon, encore une fois, c'est Le Guin qui a cette formule formidable, elle parle de réaliste d'une autre réalité. Et c'est ça, le but, c'est d'arriver à faire croire dans son ensemble et dans sa matérialité à une autre réalité que la nôtre. Mais elle est pas moins réaliste, enfin, voilà, pour, comment dire? Vu
juste pour, désamorcer ce genre de critique et ce genre de mauvaise conception sur le réalisme, il faut se rappeler que, Zola, Les Rougon-Macquart, c'est écrit 10 ans après la période qui le truc, donc c'est concrètement du roman historique, en fait. C'est pas Mmh. une actualité du présent maintenant qu'il raconte, c'est une fiction et cetera, donc mais c'est vrai que moi, ça a toujours été un problème de toute façon autour de mes bouquins, la question du classement et de littérature, générale, littérature de l'imaginaire, on sait pas trop quoi en faire, mais en fait, pour moi, c'est une seule et même chose et c'est pour ça aussi que je pense que c'est un bouquin, qui a mis longtemps à fermenter, si je puis dire, heu, parce que, je savais que, vu comment je fonctionne, j'allais commencer à mettre le doigt dedans et après j'allais me laisser emporter. Ah mais du coup, comment ils mangent? Mais du coup, comment est-ce qu'ils travaillent? Mais du coup, ils habitent comment? À quoi ressemble et j'allais être embarqué dans des et c'est pour ça que ça fait un pavé à la fin Mmh. parce qu'en fait, il y a trop de choses à dire, quoi. Ah bah, du coup, ça fait rebondir avec une autre question que j'avais donc comment est-ce qu'on c'est du coup, genre, je sais plus si c'est dans la 4e sur la 4e de couverture du livre ou mais voilà, il y a l'idée d'écrire un roman sur tout et Oui. donc comment est-ce qu'on écrit un roman sur tout, sachant qu'on peut pas tout raconter? Donc comment, on fait le tri? Et j'imagine que, la question du point de vue des personnages, apporte un peu plus de réponses, mais je sais pas. Comment est-ce qu'on fait le tri? Non, mais je veux dire En comment, non, non, mais enfin, je c'est comment un est-ce qu'on livre qui aurait pu choisit? être Ouais, encore ouais. plus long, en fait, enfin, mmh. Oui, oui, clairement, c'est un roman qui se termine quand même. Heu, Mmh. par Rue, par exemple, est un roman qui s'arrête. Il se termine pas. Heu, j'allais, d'accord. Ah oui, Mais, d'accord. mais, en fait, c'est thématique, je pense. Je savais que j'avais choisi arbitrairement que j'allais avoir 12 chapitres et qu'ils allaient porter le nom de moi. D'accord. Heu, pour quelle raison, je ne sais plus. Et du coup, en fait, bah, comme je me facilite la vie, ça se passe chronologiquement, c'est les mémoires de quelqu'un, donc ça va plus ou moins chronologique sur une vie, donc je me dis: «Bon, bah, sa petite enfance, bon, bah, on va traiter de voilà, de la primaire éducation, quoi. Ensuite, voilà, comment ça marche une éducation secondaire, puis, l'entrée dans le monde du travail» entre guillemets, le, les études supérieures, si le personnage en fait ou pas, l'intégration dans un collectif de travail et cetera. Donc en fait, il y a un mouvement dans le livre qui fait qu'en fait on construit, j'agglomère en fait, on découvre de plus en plus de choses, jusqu'à à peu près la moitié du roman en gros, et ensuite, on va plus rentrer dans le questionnement, la contradiction, et cetera, puisque ça part à un moment où, bah, une fois la personne entre guillemets «pleinement formée», si je puis dire, bah, en fait, on découvre avec lui certaines choses, certaines contradictions qu'il n'avait pas envisagées et cetera. D'où et puis, bah, voilà, je savais que j'allais avoir besoin d'un roman, pardon. Les chapitres sont tellement longs que ça peut compter comme un roman. D'un chapitre, qui parle de, la démocratie. Voilà, comment on Mmh. fait de la démocratie. Bon, bah, je savais que j'allais avoir un chapitre qui fonctionne comme ça, donc j'étais en train d'écrire un chapitre et puis, je me dis: «Bon, bah, oui, attends, ça, il faut que je parle de ça», donc je fais: «OK, prochain truc, c'est ça». Puis j'arrive à un chapitre trop long, donc j'ai coupé un bout que j'ai rebalancé dans le chapitre suivant, puis et puis voilà et forcément, voilà, on va avoir un chapitre sur l'université, un chapitre sur, j'en sais rien, le qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup de trains, moi j'aime bien les trains. Hem, ouais, c'est ça, la démocratie, le travail, de l'action publique, la petite école et cetera. Donc finalement, même si ces thèmes, en fait, qui paraissent assez simples, bah, explosent en une multitude de fragments parce que du coup, on pose des questions d'urbanisme, de gestion de l'énergie et cetera. Enfin, il y a plein de questions comme ça et du coup, c'est vrai que le personnage principal a une vie très riche, en activités différentes et voilà, mais ça me permet de le faire finalement, c'est d'avoir toute cette vie et ce travail libre, bah, ça me permet de le faire interagir dans plein d'aspects de la vie, de ce monde-là et donc du coup de travail et tout, mais on n'a pas beaucoup coupé. Globalement, ça a été,
c'est un roman qui a été très chronologique dans son écriture. Il y a pas eu beaucoup de retours en arrière. Heu, c'est plus moi, je vois plus il y a presque un côté dissertation, enchaînement d'idées logiques les unes après les autres qui amènent à une conclusion que j'avais plus ou moins à la fin. Enfin, je savais à peu près, comment ça allait se terminer, même si, le dernier chapitre, a pris une forme un peu différente parce que, bah, en fait, il y a un personnage que j'avais pas prévu, qui s'est imposé, dans le bouquin. Et à un moment, je me suis dit: «Ah bah oui, ça va être, c'est à ce personnage-là que je vais donner entre guillemets, un des mots de la fin», donc ça j'avais pas prévu, donc voilà, ça Mmh. s'ajoute, mais je saurais pas dire, je suis toujours un peu embêté parce que je travaille un peu sur carnet, je prends des notes de temps en temps et cetera, mais après je suis beaucoup dans ma tête et je pense qu'au bout d'un moment, j'ai tellement ruminé qu'une fois que je suis lancé dedans, j'enchaîne les trucs. Je vais chercher, les infos dont j'ai besoin et cetera, mais ça se goupille bien. Bah, voilà, il a fallu que je me documente sur comment ça marche un parc éolien. Voilà, du coup, je vais aller chercher c'est quoi un parc éolien? Comment ça fonctionne? C'est bien, on apprend plein de Mmh. trucs. Ah mais ça répond bien à la question. Ce non mais cet enchaînement de effectivement de thématiques et et effectivement, il y a aussi la question de l'échelle quoi. Enfin, au début, on a accès à peu d'informations, sur, le monde et puis ça vient aussi progressivement en fait, bah, la compréhension de certains fonctionnements et notamment, bah, dans les thèmes que j'ai trouvés, que j'ai un peu relevés dans mes questions, c'est, hem, on revient un peu sur le post-apo, du coup, mais c'est la question des ruines et comment est-ce qu'on vit dans les ruines du capitalisme? Parce qu'il y a tout ce rapport-là aussi qui est interrogé, dans le roman avec, bah, la question du parc éolien, la et qui sont des questions, où, on va dire la science et la technologie aussi, entrent en jeu. Puisque, bah, ça mobilise en fait, des ingénieurs et des savoirs qui, au fond sont orientés vers, ah salut le chat! Sont orientés vers, bah, démanteler, les ruines du monde d'avant et puis, bah, des questionnements aussi de choix de société, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait, quelle mémoire on garde, de voilà, enfin, c'est pas vraiment une Oui, bah, question. c'est plutôt une remarque. Pardon, c'est une blague de festival. Bah, en fait, ça revient à ce que tu évoquais tout à l'heure sur la question de, la table rase. C'est dit texto je vais essayer de rester concentré. C'est dit texto dans le livre qu'il n'y a pas de table rase, en fait. On ne peut pas faire comme si ça n'avait pas existé. Donc, on est une société qui est face à des endroits qui ont été marqués par, des siècles de vie capitaliste et cetera. Bon, bah, qu'est-ce qu'on fait avec ces bâtiments? Est-ce qu'on casse tout? Mais du coup, bah, si on casse tout, qu'est-ce qu'on fait des déchets? Est-ce que ça vaut pas mieux le réadapter et cetera? Et puis, du coup, on va dans divers endroits qui sont à différents niveaux et différentes manières d'application de ces principes-là et du travail, par rapport au passé. Parce qu'il ne s'agit pas de nier aux endroits leur historicité et leur passé. Mais oui, en fait, il faut faire avec et c'est vrai que ça, c'est une question, on parle beaucoup de bifurcation écologique, transition écologique, mais attends, en fait, on va avoir des autoroutes. Qu'est-ce qu'on en fait? Mmh. Alors moi, j'ai une idée. Je pense qu'on pourrait s'en servir pour faire de nouvelles lignes de train, mais voilà, en fait, en vrai, Mmh mh. la question comment dire? Ah mince, j'ai perdu mon idée. J'ai été déconcentré par Lénine. Hem Je la laisse parce que ça fait le spectacle, puis ça change du chat de Jal. Mmh. Mais Ou de Benvenuto. ou de Benvenuto. Hem, Qu'est-ce qu'on fait avec ça, en fait? C'est juste, on peut pas faire comme si ça avait pas existé. Donc il va falloir qu'on le prenne et donc du coup, donc il y a tout un truc avec, il y a une histoire avec une centrale nucléaire à un moment. Qu'est-ce qu'on fait de ce bâtiment-là? Comment est-ce qu'on s'en sort?
et parce que voilà, je tourne en boucle, je suis désolé, oui, dès qu'il y a pas de table rase, on est obligé de faire avec. Même si c'est OK. pas facile et que ça nous pose plein de questions. Mmh. Non, mais c'est Les peut-être mes cours, questions, mais non, mais non, c'est vrai non, que j'avais un truc très intéressant à dire et puis je l'ai perdu. Voilà, bah, on si va dire ça. jamais tu le retrouves, tu peux m'interrompre à tout moment. Ça marche. Et alors comment on fait, du coup pour trier aussi? Parce que ça de tri, c'est pas du tout, une blague sur le tri des déchets. Pardon. Mais qu'est-ce que du coup, comment on trie, sur ce qui existera encore après la sortie du capitalisme, de ce qui existerait plus? Enfin, qu'est-ce qui n'est plus enfin, par exemple, voilà, bah, le train et le vélo, oui, bien sûr, mais pas d'avion, pas d'autoroute, bon, bah, ça paraît, effectivement assez logique, heu, si on s'en tient à des considérations, écologiques et de cohérence, en fait, Mmh mh. voilà. Mais par exemple, il y a plus de chasse, mais on mange encore des animaux. Enfin, ouais, comment est-ce que, on tranche, par exemple, sur ces questions-là? Parce que ça, par exemple, c'est un truc qui m'a questionnée, enfin, moi, qui m'a fait, pour le coup, enfin, voilà, enfin, je me suis dit: «Bah, là, il y a quand même un choix qui doit». Ouais, c'est Mmh. vrai que, Mmh mh. la question du végétarisme, ou pas et bah, j'ai choisi que ce serait pas une société de végétariens, forcément. Je pense que mais je me trompe peut-être, je pense qu'il peut y avoir puisqu'il y a eu, un rapport de nourrissement, réciproque, entre les êtres humains et les animaux non humains, Mmh. hem, qui ne soit pas une simple exploitation. C'est ce que j'ai essayé de mettre en Mmh. scène à un moment dans un chapitre, puis en plus il y a c'est une ouverture de chapitre et la conclusion reflète ça aussi. Enfin bon, il y a un truc sur le corps et cetera dans ce chapitre-là, mais bah, oui, mais c'est effectivement, est-ce qu'on mange de la viande ou pas, quoi? Je Mmh. pense que oui. Je pense qu'on peut manger, de la viande. Après, beaucoup moins, c'est sûr. Je pense que voilà, elle est très chère, à moins de fonctionner autrement, heu à moins de elle est moins chère si on prend part au travail d'élevage, j'imagine. Enfin, c'est juste, pour le coup, c'est vraiment un travail fictionnel assez sympa parce qu'on se dit: «Bah, ah bah, on fait ça. Et si on fait ça, qu'est-ce qu'on fait? On fait comme ça. Et si on fait ça, qu'est-ce comme ça?» Enfin, c'est assez logique, enfin, c'est assez, facile à mettre en place et c'est vrai que je suis en fait, il y a pas eu tant de questionnements que ça une fois que j'ai été dans l'écriture. Une fois que comment dire? Que les bornes ont été posées, heu, bah, on y va. Oui, effectivement, le transport, bah, ça va être du train et du vélo et de la marche à pied parce que voilà, de toute façon, Mmh. si on est clair, c'est le seul truc qui nous reste. Hem, de toute façon, je pense que même de manière, générale, la génération, peut-être pas la prochaine, celle d'après, mais nous déjà, il faut qu'on apprenne à exister dans un périmètre de 50 kilomètres à la ronde, quoi. Il y a un truc comme ça et donc oui, le train, comme un bien commun et cetera. Je pense que je saurais pas bien répondre à ta question à part dire que, bah, j'y ai pensé, c'était comme ça et ça m'a paru bien. Ah oui, Mais mais je comprends, hein, que la question de la consommation de la viande pose un problème. Mais je pense qu'on peut élever des animaux et manger de la viande sans que ce soit horrible. mmh. Je pense. Je me trompe peut-être. Mmh. Non, mais après, c'était pas tant pour, forcément pousser à justifier, cette position-là, mais c'était plus justement, enfin, mais en fait, tu as répondu, à savoir qu'en fait, c'est des expériences de pensée, mais en fait, tu vas essayer de dérouler de manière cohérente à partir des principes que tu as posés et Oui. dans plein de cas, singuliers, mais justement, c'était un peu ça le sens de la question. C'était plus, bah, ouais, comment est-ce que tu as fait le tri? Est-ce qu'il y a des cas particuliers qui t'ont posé question? Mmh. Hem, Bah, oui, bah, la question de l'alimentation, bien sûr. La question de l'énergie, forcément, ouais. aussi, de la production de l'énergie.
coûts, la question de la médecine. En fait, le truc, c'est que là-dessus, maintenant, moi, je suis à un stade où je ne vois plus que les manques. Je sais que, par exemple, il y a un manque dans le bouquin pour moi qui est la question de, ce que j'appellerais l'industrie, à savoir la production de certains objets en masse. Mmh. Hem, Par exemple, je pense que j'ai mais j bon, on peut pas, être exhaustif et il s'agit pas d'être exhaustif, mais effectivement, d'où viennent les stylos, quoi? Mmh. Qui fabrique les stylos, comment? Et mais en fait, je pense que cette méthode. Bon, je suis en train de réinventer Descartes, c'est beau. Cette méthode de questionnement systématique sur tout et sur la matérialité de tous les objets, même les plus anodins, de se dire, bah, d'où il vient, comment est-ce qu'il est fabriqué et cetera. C'est aussi une manière, alors en tant qu'auteur, ça fait partie du travail de fictionnalisation, mais même en tant qu'être humain et que citoyen et cetera, bah, ça nous permet justement d'entrer en responsabilité avec ce qu'on fait. On voit très bien ce truc-là avec la question de l'alimentation justement. On est là: «Bah oui, attends, d'où vient, ce morceau de beefsteak? Le circuit court, mes poireaux bio, machin et cetera». Mais par contre, on questionne beaucoup moins, voilà, d'où vient, ce briquet? Comment il a été fabriqué et cetera? Voilà, le casus belli, principal, c'est par exemple le smartphone, voilà, dont on sait qu'ils sont une catastrophe et tous les produits électroniques de manière générale. Mmh. Et en fait, il s'agit pas d'être moralisateur, j'ai pas essayé de l'être dans le bouquin, mais juste de se dire, bah, en fait, il faut se poser ces questions pour être cohérent politiquement, en fait. Mmh. Ne serait-ce que admettre de se les poser, n'ayant pas forcément la réponse, après on vit, à tous les jours inscrits dans des systèmes de production et de reproduction qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne maîtrise pas du tout ou pas complètement et donc du coup, bah, on transige un peu. Mais du coup, c'est aussi ça le travail utopique de dire: «Bah, OK, là, je peux décider un peu». Mmh. Donc du coup, je vais essayer de pousser la logique jusqu'à revenir à voilà, à redéployer toute une division sociale du travail le plus possible et essayer de pas trop avoir d'angle mort, quoi. Ouais. Mmh. Après, il y a des choses que j'ai laissées de côté volontairement. Par exemple, sur des questions plus sociales, j'ai considéré de manière absolument arbitraire que la question, du sexisme, de la violence, du racisme, ça se posait pas, en fait. Mmh. Ouais, bah, Et j'avais une question là-dessus ouais. d'ailleurs, Bah, mais bon, du coup, c'est peut-être pas très facile d'y répondre parce que si enfin, si, c'est-à-dire que je savais si j'allais encore plus là-dedans, mmh, déjà ouais, je suis pas hyper fort sur les questions de racisme, ouais. je suis un peu plus formé sur les questions féministes et voilà parce que c'est des ça c'est des là où intellectuellement, je m'enrichis le plus en ce moment et je réfléchis le plus. Mais voilà, je pense qu'on peut admettre que c'est pas un problème. Mmh. Voilà, il y en a d'autres. Je pense qu'il y a des gens plus forts que moi et plus fortes que moi, souvent, pour aller questionner ces problèmes-là, notamment dans le genre de l'utopie. Vous avez un bouquin comme, de Marge Percy qui s'appelle, Une femme au bord du temps là, qui est aux éditions Guatterd, qui est un roman utopique des années 70 qui va traiter, de violences sexistes, de violences médicales, de violences racistes et cetera, Mmh. de violences machistes, par le biais d'un roman utopique et cetera. Je pense Mmh. que, bah, non, je vais dire ça pour ceux qui me connaissent, c'est quand même assez drôle. Je pense qu'il faut savoir faire preuve d'humilité, heu et savoir dire: «Bah, ça, je peux pas y aller maintenant, j'irai plus tard, Ouais. heu et Mmh. différemment». Ouais, mais c bah, en fait, ça du coup, ça rejoint, ça répond, aussi indirectement à la question de tout à l'heure, à savoir, comment est-ce qu'on écrit un roman sur tout, alors qu'on peut pas écrire, sur tout? Et non, mais c'est vrai, parce Tout à fait. qu'effectivement, je m'étais posé la question, mais en fait, voilà, donc la question des par exemple, des normes genrées est assez peu évoquée dans le roman et je me disais: «Bon, bah, est-ce que ça veut dire qu'en gros, si on sort du régime des propriétés capitalistes, on sort du système, hétéropatriarcal et boum, il y a plus de domination, tout va bien?» Mais du coup, enfin, j'admets aussi que ce soit pas, quelque chose que tu aies voulu, creuser, quoi.
Enfin, je sais Ouais, pas alors si là, c'est là, ouais, ça nous amène sur des questions compliquées, mais oui, oui, c'est oui, compréhensible. bah, c'était Pardon. c'était pas le sujet, en fait. Mmh. Voilà, quand je lis, c'est un bouquin, c'est un roman sur le travail et sur l'amour. Mmh. Heu déjà j'ai essayé de traiter ça, mais effectivement, après voilà, les questions de l'hétéropatriarcat, j'ai travaillé ça, dans Le Chien du forgeron un peu, Mmh. voilà, enfin, i et encore une fois, si vous voulez des bouquins de SF qui questionnent, le patriarcat, il y en a plein des très bien. Mmh. Donc je pense que, je suis pas sûr d'avoir eu grand chose de plus à apporter que ce que j'ai lu de bien, en fait, voilà, sur ces OK, questions. d'accord. Ça répond à ma question. Hem, enfin, ouais. Je l'esquivais élégamment. Tac, bon, je regarde l'heure qu'il est quand même, il est ouais, ça fait une bonne heure, qu'on parle. Hem, mais je voilà, si tu dis si tu en as marre, Non, non, moi ça va, c'est sur ça va, on n'a pas trop perdu, le chat, Jal, ça se passe bien. je sais pas, ouais. Hem, désolée, mais, Prends le temps de réfléchir. Jal, il y a ouais. pas de questions dans le chat? Oh! Oh non. Encore, je disais oui dans le chat, oui, effectivement, vous avez un peu dépassé, vous êtes sur du haut niveau, du coup là, vous vous faites réfléchir avec la tête, clairement. Merde. Donc, ouais. Non, mais c'est tout à votre honneur. Tout à votre honneur. Est-ce qu'on a une petite carte chat? Si vous avez des questions, c'est le moment. Bah, moi, si j'ai une question. Oh, c'est un gros livre, dis donc. Oui, Pas une voilà. question ça, c'est une remarque. Voilà. Bah, vas-y, fais mieux. Toi qui trouves pas Mmh, ta Oui, question. c'est un gros livre. bah, moi j'ai encore des questions, hein, mais après c'est des questions où on a un peu répondu Camille a déjà un peu répondu de manière oblique. Donc j'ai peur de me répéter, mais bon. Heu, il y en avait une, c'était voilà, alors je sais plus, de qui c'est cette phrase. «On ne défait pas la maison du maître avec les outils du maître». Donc en fiction, qu'est-ce que ça donne concrètement? Comment, sortir des schémas de la fiction capitaliste? Hem, je comment dire? Oui. Ouais, voilà, enfin, on n'écrit pas un livre anticapitaliste en utilisant les schémas de la fiction, capitaliste. Hem, est-ce que, tu t'es inspiré, bon, j'imagine beaucoup de pas mal d'Ursula Le Guin, mais en tout cas, comment est-ce que tu as, travaillé, je sais que c'était déjà le cas avec, le précédent roman, sur le mythe du héros et de la masculinité, mais voilà, comment Mmh. est-ce que tu as envisagé, les formes narratives et celles dont tu voulais justement te débarrasser? C'est clair ou pas? Ouais, ouais, C'est ça marche. Attends, je réfléchis une seconde. Ce qui est clair, c'est que ça allait pas être un roman, héroïque, ça c'est sûr. Et en même temps, je voulais pas que ce soit, un pensum, enfin un essai ou machin et cetera. Bah, comment on fait? Je sais pas, j'ai pas la recette toute faite. Moi, j'ai essayé de le faire. mmh Heu, alors en pratique, moi, j'ai l'impression que ça si je devais, alors pour le coup, je vais dire un truc un peu péteux, mais, pour moi, c'est si je devais le rapprocher d'un bouquin, c'est genre, je sais pas, l'éducation sentimentale, quoi. Ce côté un peu, roman d'apprentissage, un peu ouais. subverti. Alors c'est complètement différent, ça n'a rien à voir comme livre, mais on Mmh est vraiment dans, ce travail du temps long, ce travail de la contradiction et des faiblesses humaines, enfin et des êtres dans leur complexité, quoi. Et du coup, là, on raccorde encore une fois au roman réaliste et puis aussi là, c'est peut-être plus intéressant de travailler, bah, hors des structures de l'intrigue. C'est-à-dire que, bon, je suis pas très bon pour écrire des intrigues de manière générale, j'ai un peu du mal à faire ça et j'en ai fait, de romans qui se fondent sur une intrigue, mais le côté, alors je sais plus de qui est cette phrase, mais en gros dire, une histoire, c'est des événements plus de la causalité, en fait, avec une logique, donc s'il se passe ça, donc machin et les événements, sont enchaînés comme ça,
par une intrigue, comme ça qui est liée, où tout se répond et avoir des retournements de situation et machin et c'est très bien, enfin il y a des c'est passionnant mais mes goûts et mes de toute façon, mes envies d'écrivain me portent plus sur des formes plus lâches, on va dire, au sens, flottantes et donc du coup aussi, dire: «Bah, ouais, va y avoir des moments où il se passe rien et c'est pas grave» parce que du coup et des moments où les liens sont pas forcément évidents, où on comprend pas pourquoi on passe d'un sujet à un autre forcément tout de suite et puis, et c mais quelque part aussi moi ça m'a ramené à des choses où je me suis dit à la fin, bah, dans la fin du livre, il y a plein d'éléments. Plus j'avançais, plus je me rendais compte qu'il y avait des éléments qui, alors ça j'essaie de raccrocher le chat, est-ce que vous connaissez cette citation de Georges Lucas qui dit à propos de la prélogie, «Ça rime», avec les motifs, elle est assez drôle, je sais pas si vous connaissez cet extrait, mais, et du coup, je me suis rendu compte qu'il y avait plein d'éléments qui commençaient entre guillemets «à rimer» dans la fin du livre, au premier. Donc du coup, je boucle comme ça et je retravaille les motifs. Et comme j'ai beaucoup plus une écriture, bah, pour le coup thématique que narratologique, je sais pas comment dire, j'ai que na thématique que narrative, c'est pas très bon, mais ouais, je travaille plus comme, j'ai un thème Dramatique, ouais. ouais, que dramatique, ouais, je sais pas, peut-être. En fait, j'ai un thème que je déplie et Mmh. donc du coup, les événements partent de là, quoi et tout répond Mmh. finalement un peu à ce thème-là. Moi, j'ai l'impression que cette forme-là, bah, nous permet en fait, d'écrire autre chose, à partir du moment où on sort d'un voilà, moi si je déteste absolument, Trouby là, je sais pas comment il s'appelle, c'est pas Georges Trouby, enfin Story machin là, Anatomy of Story, c'est à cause de ça. C'est-à-dire que si on l'écoute, on écrit donc déjà c'est des banalités qu'il écrit quand même, Mmh. et enfin c'est le schéma narratif plus le schéma actantiel, donc c'est le programme de la 6e. Voilà. Hem et en fait, si on écrit des histoires comme ça, on écrit forcément des histoires de droite. Je sais pas comment le dire, mais enfin, Mmh. c'est toujours des trucs avec des enjeux, des résolutions, tout doit être résolu, doit être accordé, et Ah oui. tout se renoue et cetera. Non, Mmh. acceptons bah, d'avoir des choses pas résolues et je pense que c'est aussi une légitimité en tant qu'écrivain de c'est ce que je disais tout à l'heure, de dire: «Ah putain, il y a ce truc-là dans mon roman, c'est pas résolu, quoi» et je sais que c'est pas résolu et après, on peut me le reprocher si on veut, mais par contre, c'est pas résolu mais Ouais. je l'assume. C'est juste que, bah, là où j'en étais, je pouvais pas. Heu, Par exemple, parce que c'est aussi un cheminement personnel et intellectuel dans mon bouquin, bah, celui dont on avait parlé avec Jal, il y a, pas loin de 2 ans maintenant, dans Rue, avril 2021. Dans Rue, hem, Mmh. c'est un bouquin qui s'arrête presque à l'endroit où je voudrais qu'il commence. Mais en même temps, j'étais pas capable d'écrire ce qui se passait après Mmh. et d'ailleurs, je suis toujours pas capable de l'écrire puisque j'ai fait un bond en avant, de temporel pour y aller et bon, ce sera je pense l'objet d'un prochain livre, voilà. Mais quand j'aurai eu le temps de le mouliner. Mais moi, je suis très mal à l'aise et ça commence à m'énerver, les commentaires d'écriture et les gens qui se questionnent beaucoup sur, bah, l'efficacité narrative, Mmh. m'embête beaucoup et après je pense que c'est un peu une surréaction Utopia quelque part là-dedans parce que, bah, c'est un roman très indulgent avec moi-même au sens, plutôt, anglo-saxon du terme. C'est-à-dire que je me suis mis aucune limite ou très peu. Je me suis autorisé tout, et je pense qu'on gagnerait aussi à s'autoriser des choses, quoi. Et Mmh. à jeter comment dire? Le modèle, quoi. On casse le moule, en fait. Ouais. Oui, bah, ouais, ouais. Après voilà, enfin il y a Oui, il y a des manières aussi de subvertir les codes et oui, pour donner un bien sûr, exemple, je pense, de fiction, conservatrice, avec des comment dire? Une, codification narrative, voilà, c'est, la fiction policière. C'est-à-dire, on a l'ordre social, il y a quelque chose qui vient le troubler et puis, tout revient,
place parce que il y a une résolution et l'ordre est rétabli. Avec en plus tout ce que comporte, idéologiquement et historiquement la fiction policière. C'est pour en donner un autre exemple. Ouais, C'est carrément. parce que je Bah, trouve oui, non, qu'il est mais assez voilà, assez me clair. dans la entre guillemets «la SF à papa», c'est genre, bah, le héros doit régler un problème pour, ouais, rétablir l'ordre et voilà Mmh. et en soi, c'est très satisfaisant, hein, comme processus narratif, mais bah, c'est vrai qu'en fait, moi, je sais que j'ai rien à apporter dans ce j'ai rien je me sens rien à faire dans ce domaine-là et comme Mmh. je fonctionne pas comme ça. Je réfléchis pas comme ça, bah, j'ai appris à assumer de pas réfléchir comme ça et d'écrire, des bouquins, entre guillemets, «très intello» et puis voilà, c'est pas grave. Mais si vous avez envie de lire de la fiction, facile et légère, il y en a plein d'autres et je peux conseiller plein de bouquins de gens très bien. Mais mais ouais, je pense que, je mais alors c'est pas moi qui vais résoudre le truc, mais je pense qu'on a un travail à faire, en tant qu'écrivain, mais de se dire: «Bah ouais, pour dire d'autres choses, bah, il faut le dire d'une autre manière, Mmh. qu'il faut chercher». Moi, c'est ce que je fais, je cherche. Je Ouais. sais pas si vous trouvez. Ben, ouais, ouais. Bah, c'est, exactement ce qu'avait dit, Léo Henry sur une table ronde, des intergalactiques en France 2019. Ça m'avait marqué. Bref, donc je vais pas vous prendre, mais bref. Hem, bah, ouais, de conclure? Ouais. Bah, de toute façon là, ouais, puis, enfin justement je trouve que ce que tu as dit ça peut faire un bon, mot de la fin. Après, j'ai l'impression enfin on n'a pas fait évidemment le tour de tout parce que le livre est hyper riche. Mais, voilà, enfin à moins que tu aies des choses aussi, à ajouter, que tu voulais dire? Non, là, comme ça, il me semble qu'on a fait bien le tour, Jal, tu avais pas une question, je crois aussi, sinon vite fait? Tu disais que Alors, une petite question, hop là, je suis entre double ordinateur, double souris, double Twitch, je vous avoue, mmh je rigole beaucoup actuellement. Je suis sur C'est toi la radio aussi, un peu, c'est rigolo. Combien de temps ça t'a pris pour écourter le maximum de choses afin de les rendre les plus digestes possibles? Est-ce que ça t'a pris autant de temps que d'établir ton univers en lui-même? C'est une question de Malificat the Mad Cat. et bien, Maleficat the Mad Cat, je suis très embêté parce que je ne peux pas répondre à ta question puisque, je n'ai rien écourté ou très peu. C'est-à-dire que c'est un roman qui a été, écrit, d'un trait, si je puis dire. Enfin, il y a eu des pauses quoi, des moments où j'ai pas écrit mais en gros, globalement, à peu près tout ce que j'ai écrit est dans le bouquin d'une manière ou d'une autre, quoi. Je sais pas si ça répond, à ta question. Il a répondu A. Donc voilà, il s'étonne ou elle s'étonne. Mais c'est ta réponse, il n'y a pas de souci. Hein. Attendez. Oula. Mais oui, oui, bah, après c'est vrai que j'ai tendance à je sais que bon, il y a d'autres, camarades qui fonctionnent pas du tout comme ça, qui vont beaucoup plus écrire, beaucoup plus tailler, machin, mais moi j'ai tendance à faire de entre guillemets «du premier coup», enfin voilà. Je suis pas quelqu'un qui croit beaucoup au premier jet, enfin en tout cas moi je n'en fabrique enfin j'ai pas l'impression d'en faire, voilà. Je sais pas ce que ça te dit de moi. Je sais pas, ouais. Bah Anne, t'as peut-être le temps pour une dernière question. Je me suis mis à l'écran pour vous accompagner sur la fin. Ah, bah, ouais, bah, ouais, mais du coup, je sais pas quoi prendre comme dernière question. J'ai, Ah, une question rigolote. Une question rigolote? Mais j'ai pas de question rigolote. Question sérieuse. Attends. Ah si, mais c'est pas, c'est une question très factuelle. Ah si, pardon, j'ai une question. Je sais laquelle je vais poser. Donc c'est, sur la continuité entre le siècle des camps et le temps d'après la déclaration d'Antonia, donc le temps du roman. Oui. Il est moins fait par, la narration, c'est-à-dire qu'on n'a pas de vision, exacte de ce qui s'est passé. On a des indices, mais on sait pas exactement comment on a basculé, de l'un à l'autre. Mmh. Voilà, mais ça, donc ça éventuellement peut-être, je pense qu'on en a pas tant parlé que ça. Mais, la continuité se fait aussi par la persistance de références culturelles et notamment musicales.
Oui. dont on imagine assez bien que c'est des choses que tu voulais mettre aussi personnellement, mais aussi des références à des auteurs et des philosophes dont les noms sont mêlés à ceux fictifs d'intellectuels plus proches de la Déclaration d'Antonia. Alors, Oui. est-ce que voilà, il y avait d'établir une continuité? Est-ce que c'est des clins d'œil et des hommages simplement personnels? Est-ce que c'est comment dire, une volonté aussi de créer un effet de familiarité pour le lecteur, voilà, et de créer une continuité avec notre univers? Alors sur les références, musicales et littéraires et c'était du plaisir à moi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est j'ai pas envie de vivre d'imaginer un monde dans lequel, Bob Dylan n'existerait pas. Voilà, Mmh. je serais très triste, voilà. Mais par contre effectivement après, je me suis amusé effectivement, notamment à un moment, à mélanger, des noms de penseurs, de notre monde à nous, avec, des penseurs fictifs, notamment il y a des personnages de Le Guin et de Kim Stanley Robinson qui sont cités, voilà, comme des gens qui ont existé, mais alors voilà, mais Mmh. c'est plus un jeu d'intertextualité, si vous chopez les Ouais. références, c'est marrant et je vous paierai une bière et puis voilà, mais c'est aussi parce que ça faisait sens et c'était aussi une manière dans ce cas précis de m'inscrire, voilà, gentiment dans cette filiation-là, quoi, parce que, bah, c'est quand même des auteurs, et des autrices, en l'occurrence, importants et qui m'apportent beaucoup donc bon, bah, ça mange pas de pain et puis voilà, quoi. Ah, ça m'a fait penser à un autre auteur, Antoine Volodine, où il y a carrément les auteurs de ses livres, vu qu'il a des hétéronymes, qui sont des personnages de ses autres livres. Et bref, D'accord, ouais, c'est rigolo. oui, oui, c'est assez rigolo, mais c'est intéressant. C'est intéressant. Mais bon, bref, on n'est pas là pour parler de lui. Bah, je sais pas, voilà, du coup, c'était peut-être ma dernière question. Et je veux bien. Et, ah, si, peut-être la première partie de la question. Euh, Classique Canoville. Sur non, mais sur. Du coup, voilà, alors, je dis pas que c'est un angle mort de la narration, parce que je pense que c'est un choix. Mais voilà, de laisser quand même un certain flou sur Ah oui, le oui, pardon. basculement. Mm. Bah, en fait, ça rejoint un peu ce que je disais, il y a quelques minutes sur les chats. Ce que je disais il y a quelques minutes sur, le bouquin qui s'arrête et voilà, je pense que, Mm. en fait, si j'ai pas écrit, je sais pas si vous me voyez encore? Non, c'est bon, il y a le chat devant, mais ça devrait aller. Pousse-toi. Ah, c'est pénible. Pardon. Si j'ai pas, si j'ai pas écrit, ce qui s'est passé, concrètement, bon, d'une part, c'est bien parce que ça permet aussi de laisser à l'imagination du lecteur, Mm. de quoi se projeter et c'est aussi parce que je sais pas, en fait. C'est-à-dire concrètement, je sais pas comment on fait la révolution, donc du coup, j'y réfléchis et je pense que ce sera un prochain livre. Je l'ai fait juste avant, j'ai fait après, je pense qu'il va falloir que je fasse Mm. pendant à un moment, mais c'est presque une stratégie d'évitement, mais voilà. Donc ça donne des perspectives pour les prochaines œuvres, pour les Ouais, prochains faut romans. pas tout de suite, je pense, mais oui. On Mm. va essayer d'y travailler en tout cas. Ok. Voilà. Ben, cool, merci beaucoup. Je pense Merci à vous. que... Je sais pas ce que tu en penses, Jal, mais je pense qu'on peut... Enfin, Eh voilà. ben, généralement, on finit par une petite question d'actu sur Oui, l'auteur, pardon. savoir qu'est-ce qui s'annonce pour toi sur les prochaines semaines, prochains mois. Ah oui, Heu, j'avais... Ah oui, et puis je... ouais. Vas-y, vas-y, Anne, vas-y, Anne, vas-y. vas-y, Anne. Non, non, bah du coup, d'abord cette question et après, on va pas... Enfin, voilà. Donc, ouais, du coup, Heu, tes projets... là, je vais avoir pas mal de festivals et de rencontres en librairie qui vont arriver, je crois que la prochaine est en février, à Perros-Guirec, en Côte Mhm. d'Armor. Mais bon ça je remettrai les dates, je les connais pas par cœur, bah, je serai, Mm.
dans plusieurs festivals au printemps, dont les Intergalactiques, voilà, à Lyon. Alors cette année, il n'y aura pas de roman. Normalement, il y aura quand même probablement une publication en fin d'année, mais je peux pas trop en parler pour l'instant. C'est encore un peu flou. Ok. Mais non, ce sera une année sans roman, ce qui est bien, parce que j'en ai publié 3 en 2 ans, ça fait beaucoup. Ouais, ouais, déjà prendre le temps de les lire et de les conseiller. Et peut-être pour finir, une petite recommandation sur film, quelque chose. Ah bah ça, Ah non, mais c'est... c'est pas. Alors, Si tu dis Avatar 2, je coupe. Hein. c'est ça, je ne veux pas parler d'Avatar 2. Non, non, on parle. Alors, c'est la chaîne où Avatar 2 on chie dessus tout le temps. Hein. C'est une règle, je pense, tacite pardon, de cet échange. On ne parle pas d'Avatar 2. Très bien. Pardon, j'avais pas compris que j'étais sur le forum du Bélial. Oh. Non, là, je suis en train de lire Utopia Avenue de David Mitchell, qui est un roman vraiment top chouette. Oui, c'est trop bien. Donc ça suit dans les années fin des années 60 à Londres les aventures d'un groupe de musique fictif qui croise plein de groupes de musique pas fictifs. C'est vraiment super chouette. Et sinon en cinéma, je vais vous recommander la série Primal de Genndy Tartakovsky, qui est peut-être avec Avatar 2 mon plus beau moment de cinéma de cette année. La saison 2 est sortie cette année. C'est l'histoire d'un homme préhistorique qui devient ami avec un dinosaure et ils ont des aventures. C'est très violent et c'est très beau. C'est une série d'animation. Je sais pas sur quelle chaîne c'est, mais téléchargez ça sinon. Voilà. Ok. Cool. Bah, merci beaucoup. Voilà. Et merci de votre patience pour ceux qui ont écouté. Et puis, merci beaucoup de ta patience et de tes réponses. Voilà, pour finir, je dis franchement, lisez. Alors c'est effectivement un gros livre, mais il se lit très agréablement. Voilà. Donc n'hésitez pas à le lire. Et puis pour ceux qui sont à Lyon en avril, vous pouvez retrouver Camille sur le festival des Intergalactiques. Voilà. On ne dévoile pas toute la programmation, mais effectivement, il sera là. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Ça marche. Et écoutez les amis, après cette super belle discussion, vous êtes encore à l'antenne pendant une petite seconde, juste pour le plaisir de faire cette transition. C'est l'heure de regarder donc Flic ou Ninja. Ah, Flic ou Ninja, grand film, j'aime beaucoup. Voilà, non, on passe à autre chose. C'est juste pour le plaisir. Merci beaucoup. Flic ou Ninja maintenant. Non, ça sera après. Il y a d'abord Black Ninja et après c'est Flic ou Ninja. Donc on démarre la petite soirée ninja pour nos amis de la chaîne Twitch. Qu'est-ce qu'un ninja? Seul un ninja peut tuer un autre ninja. Au sauvage. Un très grand film. Et merci ninja, en tout cas. Camille, merci Anne. Et puis vous vous retrouvez hors antenne. Et moi je lance du coup Black Ninja. Écoutez, c'est parti. Hein. Et vous avez des remerciements dans le chat. Merci beaucoup, le chat. D'être resté jusqu'au bout.